Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa Heslop, je suis adjointe à la recherche au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom du projet Sensibilisation à l'action, nous vous remercions d'avoir participé au webinaire Un outil d'évaluation du risque de violence familiale à l'intention des médiateurs, le MASIC-S. Je veux commencer par une reconnaissance du territoire. Pensons donc aux terres traditionnelles sur lesquelles nous nous trouvons actuellement et reconnaissons et remercions ensemble les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et célébrons la force et l'esprit continu des peuples autochtones. Le travail en cours visant à concrétiser la promesse de vérité et de réconciliation dans nos communautés et en particulier à rendre justice aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues à travers le pays devrait éclairer nos discussions lors de cet événement et par la suite. Merci. Prochaine diapo. Ce webinaire fait partie de notre projet Sensibilisation à l'action. Le projet A2A est une collaboration de 5 centres de recherche de l'Alliance sur la violence basée sur le genre à travers le Canada. C'est financé par le ministère de la Justice du Canada et il y a 2 objectifs principaux. D'abord, rehausser les possibilités de formation comme celle-ci pour les spécialistes de la violence basée sur le genre et du droit de la famille afin de mieux soutenir les pratiques tenant compte des traumatismes. Et ensuite, de créer un outil en ligne afin donc de mieux tenir compte de cette question. Nous vous encourageons à consulter notre site web. Nous publions un certain nombre de documents qui sont pertinents pour desservir les survivantes dans le système de tribunal de la famille, les mémoires qui sont des résumés de recherche sur des sujets pertinents pour les services, pour servir les survivantes et les bulletins juridiques qui présentent de brefs résumés des décisions judiciaires récentes et importantes liées à la violence familiale ainsi que des enregistrements comme celui-ci. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir d'éminentes expertes dans la recherche et la pratique du règlement des différends dans le cas de violence familiale. Elles discuteront de l'importance du dépistage de la violence familiale, de l'introduction de l'outil MASIC pour les médiateurs, médiatrices et feront part des recherches ainsi que des conseils et des outils permettant aux professionnels d'atteindre les normes de pratiques exemplaires lorsque elles aident à résoudre des cas de droit de la famille où il y a eu de la violence familiale, en particulier ceux dans lesquels il existe de graves risques pour la sécurité et des déséquilibres de pouvoir qui pourraient résulter et mener à la violence. J'ai le grand plaisir d'accueillir et de présenter notre panel du webinaire aujourd'hui. D'abord, j'aimerais vous présenter Amy Applegate, qui est professeure en droit clinique et fellow Ralph F. Fuchs et directrice de la clinique des ordonnances de protection civile. La professeure Applegate s'est jointe à la faculté de droit de l'Université d'Indiana, Moore School of Law, en 2001 après une carrière dans le secteur privé et gouvernemental. La professeure a introduit le dépistage de la violence conjugale auprès des clients sollicitant des ordonnances de protection civile à la clinique et elle a également enseigné la théorie et la pratique de la médiation dans le cadre du programme de droit clinique qu'elle a développé à la faculté de droit. La professeure Applegate a reçu des prix d'enseignement, de recherche et de service pour son travail. Elle a été chef de file en matière de formation juridique clinique aux États-Unis et s'est impliquée activement et de manière significative dans les activités du barreau local et des États, avec un accent particulier dans les domaines de la prestation de services pro bono, de la formation des médiateurs et de la déontologie en médiation. La deuxième membre du panel, c'est donc Anna Maria Walsh, qui est directrice de la division des modes alternatifs de résolution des conflits de la Cour d'appel du Maryland, où elle supervise une équipe d'avocats médiateurs hautement compétents et gère les opérations quotidiennes de la division. En plus de ses fonctions de supervision et d'élaboration de programmes, elle co-arbitre les affaires d'appel civil avec des juges médiateurs principaux et examine les cas pour en déterminer la pertinence et elle prépare les ordonnances et les renvoie afin de régler les appels en cours. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, j'ai le plaisir d'accueillir
Hillary Linton. Hillary a exercé le droit de la famille à Toronto avant de fonder Riverdale Mediation en 2021, qui propose des services de médiation familiale, d'arbitrage et de coordination parentale. Chez Riverdale, elle travaille avec une équipe d'avocats et de juges à la retraite pour fournir des services de résolution des litiges de haute qualité. Hillary a conçu des procédures normalisées de dépistage à Riverdale qui intègrent le MASIC et plus récemment l'outil MASIC-S dans les protocoles destinés aux médiateurs. Et Hillary était membre du groupe consultatif qui a élaboré la trousse d'outils aide. La trousse d'outils aide donc comment repérer les cas de violence familiale et intervenir pour les conseillers et conseillères juridiques en droit de la famille. Donc, publié sur le site web de Justice Canada, elle est également auteur du guide de planification de la sécurité des juges et des avocats de l'Ontario, pouvant être consulté dans Ontario Family Law Practice, volume 2, 2024, LexisNexis. Maintenant, je cède la parole à nos conférencières. Si vous avez des questions pour les présentatrices, veuillez les taper dans la case questions-réponses. Alors, merci beaucoup. Merci de cette présentation. Je suis Amy Applegate. Je voulais reconnaître d'abord, brièvement, dans la prochaine diapo, que aux États-Unis, en général, nous parlons de la violence familiale, la violence domestique, sous le terme violence du partenaire avec le partenaire intime, donc VPI. Ici au Canada, souvent c'est violence familiale, mais bon, c'est de cela dont on parle. Et nous sommes ici pour parler de ce que nous savons de la médiation et de la séparation de parents ou le divorce de parents où il y a des éléments de violence familiale élevés. Je souhaite également indiquer qu'aux États-Unis, nous avions donc auparavant l'hypothèse qu'il ne devait pas avoir de médiation dans ces cas-là, dans les cas où il y a de la violence de partenaires intimes. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes qui étaient fermement de cet avis ne faisaient pas le dépistage véritable euh, de la VPI et ne savaient pas peut-être même qu'il y avait de tels cas dont ils étaient saisis, ils ou elles. Et maintenant, nous allons parler de comment faire ce dépistage. Et Anna, Hillary et moi avons décidé de commencer d'abord par ce que l'on sait aujourd'hui même de la médiation pour cette population particulière. Donc, ça a commencé pour moi en 2005, alors que j'ai commencé à collaborer avec certaines personnes dont vous voyez le nom à l'écran. Et nous avons donc amorcé cette recherche et au bout du compte, nous avons été en mesure de mener un grand essai randomisé, donc de contrôle, pour comparer les résultats pour les parents qui avaient donc une historique d'IPV élevé qui donc se présentait devant les tribunaux par rapport à une forme de médiation spécialisée. Et nous avons eu le bonheur d'avoir été financés par le ministère de la Justice américain. Il y a un institut national de la justice aux États-Unis et cet essai randomisé est maintenant, qui est en fait l'étalon d'or de la recherche empirique, nous a permis de mener cette étude que nous terminons maintenant, où Anna Walsh a étudié donc cela grâce à Washington, D.C., et dans un centre donc d'études. Et il s'agissait donc d'un programme annexe au tribunal qui avait donc des médiateurs chevronnés traitant avec des populations à 73 non mariés, 86 afro-américains. Les tribunaux référaient pratiquement toutes les affaires de droit de la famille et donc par défaut à ce projet où il y avait donc médiation en personne et
ce projet s'appelait Multidor et nous avions fait de la recherche avec Multidor avant donc même de faire notre essai randomisé concernant le dépistage. Mais il référait donc, il renvoyait ses affaires si le niveau d'IPV était donc considéré trop élevé pour que les parties puissent s'asseoir en médiation ensemble. Nous avons donc été ravis de pouvoir mener cette étude. Il y avait 2 formes de médiation spécialisée. La médiation en alternance, navette, là, donc où on assoit les parties dans des salles différentes, jamais ensemble. Les médiateurs, médiatrices alternent d'un endroit à l'autre et une autre forme spécialisée de médiation, c'est la vidéoconférence. Aujourd'hui, dans un monde post-pandémique où nous avons commencé à utiliser Zoom en tout temps, aujourd'hui, on appellerait ça en ligne, une médiation conjointe en ligne. Donc, dans le temps, on appelait ça vidéo par vidéoconférence. Donc, les parties étaient physiquement présentes à Multidor, mais étaient dans d'autres salles et pouvaient se voir. Donc, à l'écran, le médiateur, la médiatrice dans une autre salle également, mais tout le monde pouvait donc se voir et s'entendre. On ne s'attendait donc pas que les parties soient à l'écran ensemble, cependant, en tout temps pendant la médiation. Il y avait des éléments des moments où ils étaient donc seuls à l'écran. Donc, il y a eu un renvoi en cours de 67 cas, sans médiation, d'affaires sans médiation. Alors, certains cas, donc, on passait outre à la médiation pour des raisons que vous pourriez comprendre. C'est pas tous ceux et celles qui ont vécu l'IPV vont se présenter pour la médiation de ce type. Nous avons recueilli des données des médiateurs, médiatrices, 2 fois, au début de l'étude et à la fin de chaque affaire faisant l'objet d'une médiation. Nous avons recueilli donc de l'information 3 fois de la part des parties au début et tout de suite après la résolution de l'affaire et 1 an par la suite. Donc, et nous avons aussi étudié des dossiers de la Cour du tribunal 1 an après la médiation. Et maintenant, je vais vous parler de ce que les médiateurs, médiatrices ont rapporté. C'est assez intéressant. Il n'y avait pas de différence significative dans les sentiments de sécurité déclarés par chacune dans les 2 conditions de médiation. Il n'y avait pas de différence significative de temps consacré à la médiation non plus, mais il y avait d'autres différences qui se sont dégagées. Comme tendance, les médiatrices et les médiateurs, alors il s'agissait de tendances avec un écart statistiquement important. Il n'y avait pas donc d'écart statistiquement important, c'était une tendance. Les médiateurs, médiatrices étaient plus satisfaits et à l'aise avec l'alternance et ils ont trouvé que l'alternance était plus appropriée. Mais il y avait des différences statistiquement importantes quant à l'approche, c'est-à-dire que la vidéo aurait dû faire l'objet d'une approche différente par rapport à l'alternance et il y avait une différence significative quant à l'alternance ou la navette qui a eu un impact plus positif sur l'issue de l'affaire et sur la capacité des parties à parvenir à une entente du point de vue des médiatrices, médiateurs. Les parties elles-mêmes se sentaient assez positives quant aux 2 formes de médiation spécialisée tout de suite après la conclusion de l'affaire par rapport, et c'est les 2 formes de médiation par rapport au tribunal. Les 2 parties, les femmes se sentaient plus à l'aise, moins troublées, les hommes plus à l'aise. Donc, également, les parties étaient plus satisfaits de la procédure et estimaient que la procédure était juste et que les parties devaient être plus respectueuses l'une envers l'autre, que le processus était plus pertinent et que les parties allaient respecter davantage les modalités du règlement. Donc voilà
des éléments importants de préférence de la part des parties, mais il y avait des domaines où il y avait des, des différences, mais sans signification statistique quant à la médiation par rapport à la Cour. Donc, on estimait que la procédure avait des conséquences positives pour la famille et positives pour le plan financier. Et il y avait une plus grande satisfaction dans l'ensemble pour le règlement final, ceux qui étaient arrivés à une entente et pas ceux qui n'étaient pas arrivés à une entente étaient également davantage satisfaits. Il y a donc des éléments supplémentaires ici à noter. En vidéo, il y avait 50% moins de probabilité d'arriver à un règlement par rapport à l'alternance ou le renvoi en cours. Et donc, multi-door, alors multiporte, si vous voulez, où on fait une alternance, est un programme où les médiateurs, médiatrices s'estimaient être des facilitateurs, facilitatrices. Et alors, dans la médiation où il n'y avait pas de l'IPV, donc hautement conflictuel, il y avait davantage de cas réglés. Évidemment, les affaires renvoyées au tribunal faisaient l'objet également d'une résolution, d'une statistique importante en matière de résolution parce que ce sont à ce moment-là le tribunal qui tranche. Le temps requis pour un règlement définitif, c'était intéressant. Les affaires en cours devant les tribunaux ont pris beaucoup plus de temps à résoudre que les médiations, 43 jours, 143 jours en moyenne par rapport à 70 jours pour l'alternance et la vidéo 79. Donc, ce n'est pas très différent du point de vue de l'alternance et de la vidéo. Bon, en général, quant à la résolution, le règlement des cas, il n'y avait pas beaucoup de différence quant à comment la chose avait été réglée. Donc, les résultats devant les tribunaux étaient semblables à ceux atteints en médiation. Il y avait des différences importantes quant à ceux et celles où il y avait donc il y avait une première option pour la garde des enfants où un des parents n'était pas disponible et il y avait aussi des restrictions et des formulations inspirantes, ambitieuses concernant les communications interparentales, dans les deux formes de médiation par rapport au tribunal et les échanges concernant les enfants étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir lieu au domicile des parents dans les deux formes de médiation par rapport au tribunal. C'était surprenant pour nous. Quant à un an plus tard, je dirais qu'il y avait davantage d'informations et de différences surprenantes. La VPI élevée ou préoccupante est toujours signalée, mais à des niveaux très inférieurs. Et là, il n'y avait pas de différence significative entre les deux types de médiation. Et il y avait un faible taux de retour en cours pour toutes les conditions, pas de différence significative entre les conditions. Et la plupart des différences positives pour la médiation spécialisée n'étaient plus signalées. Bon, il y a eu d'autres constatations, cependant. Il y a eu une tendance qui s'est dégagée selon laquelle les parties qui avaient fait de la vidéo par rapport à l'alternance vivaient davantage de SPT, donc dû à la violence ou harcèlement de l'autre parent. Donc, par rapport à ceux qui ont fait l'alternance ou la navette, il y avait une coparentalité plus positive et des résultats plus positifs pour la famille. Du point de vue du tribunal, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais quant au tribunal, lorsque les parties ont été renvoyées devant le tribunal, il y avait un taux significativement plus important de soutien social perçu par les parents. Et en général, il n'y avait pas de grande différence entre les conditions
qui était un peu décevant, c'est que les mères, dans toutes les conditions, déclaraient leur enfant à risque d'avoir des problèmes à l'avenir, donc dans tous les cas. Et ça, c'était un peu décevant. Selon, en nous basant sur cette étude et les résultats d'autres recherches, voici les recommandations de mes collègues et de mon équipe avec moi. Nous estimons que cette étude démontre que les approches de médiation conçues pour protéger la sécurité des parties peuvent être une option viable pour certains cas présentant des niveaux élevés ou préoccupants de violence de partenaires intimes. Et par rapport au renvoi en cours, la médiation peut être meilleure pour offrir des résultats immédiats et donc un meilleur délai de règlement. Et de même que sur donc une période d'un an, on le voit cela. La médiation spécialisée peut s'avérer utile, mais selon certaines conditions. Nous recommandons que les médiatrices et médiateurs commencent par l'alternance. Bon, la navette, là, comme point de départ de médiation, et utilisent la vidéo en deuxième lieu, mais avec prudence, et que lorsque les parties se présentent en personne pour une médiation spécialisée, les parties ont besoin d'un milieu et d'un cadre sûr. Multi-Door, par exemple, avait beaucoup de sécurité structurante dans les, euh, les milieux donc, de médiation. Et si donc les parties ayant des antécédents de VPI très élevés ou inquiétants ne doivent pas nécessairement être mandatées pour de la médiation, c'est ce que l'on croit. Ces personnes qui ont ce type d'historique ne doivent pas être mandatées. Rappelez-vous, les gens qui ont pris l'étude, qui se sont donc assujettis à cette étude, l'ont fait de manière volontaire et n'est pas forcée. Donc, alors, qu'il s'agisse ou non d'une médiation dans les affaires impliquant des niveaux élevés de préoccupants de VPI, il faut qu'il y ait un dépistage au départ approprié et ça doit se poursuivre tout au long de cette démarche. Nous savons que l'existence donc de la VPI au sein d'un couple et d'une famille n'est souvent pas repérable sans un dépistage adéquat parce que de nombreuses victimes de VPI ne divulguent jamais cela, ne demandent pas de protection, ne demandent pas d'ordonnance de protection de la police et ne portent pas plainte aux criminels. Pas toutes, mais plusieurs s'abstiennent de le faire. Donc, nous avons mené des études dans ce domaine, débuté dans ma clinique, ces deux études en cours. Bon, ça c'était dans mon équipe, la première, en collaboration avec Holsworth Monroe et Beck. Nous avions donc étudié comment notre clinique dépistait par rapport à un dépistage complet et uniforme. Et il y avait donc différents outils. On a commencé par l'outil Audrey et je vais vous expliquer un peu de cela dans un instant. Et nous avions aussi, après avoir mené cette étude, selon laquelle on devait vraiment faire l'utilisation d'un outil très précis et complet. J'ai travaillé avec Holsworth Monroe, Bossy et Connie Beck, Adams également, pour et en fait, c'est une étude canadienne, un outil canadien. Nous avons décidé de créer notre propre outil avec cette équipe-là dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous avons créé donc une évaluation pour les médiateurs, médiatrices concernant des préoccupations de sécurité et nous avons posé des questions précises, pas est-ce que vous êtes une victime de la violence, mais plutôt est-ce que l'autre personne, c'est plutôt direct, est-ce que l'autre personne vous a battu, vous a frappé, donné des coups de poing, vous a tenté de vous étouffer? Donc, c'était un outil plus long que celui qu'on distribue maintenant et
ça a été mené donc avec les parties de manière séparée. Le dépistage, nous le préférons effectué par une médiatrice, un médiateur, sinon, par un membre, donc une intervenante au si possible. Donc on on fait rapport non de la victimisation et non pas de la perpétration. Pas aux États-Unis, parce que si on admet donc un crime, l le médiateur pourrait être mené devant les tribunaux comme témoin. Donc nous avions une version papier disponible pour tout le monde et donc où il était où on pouvait donc l'utiliser même sans trop de formation, bon et c'était disponible sans frais. Alors nous avons commencé à utiliser cet outil par la suite. Vous Il y avait 37, éléments au sujet de la VPI. C'était multidimensionnel, donc y compris la maltraitance psychologique et physique, les comportements coercitifs et contrôlants, les menaces de violence grave, la violence physique également, donc la violence physique grave, non pas seulement la violence physique moins grave. Je déteste par dire ça, mais bon, la violence sexuelle, la traque. Et il y avait aussi 2 domaines de questions concernant les conséquences de la VPI, les blessures, avec un accent sur les, blessures graves ainsi que la peur. Et cette étude était menée par l'un des étudiants dans le programme qui a, qui a montré preuve de fiabilité du MASIC. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de réactions positives au MASIC par les médiateurs et les programmes de médiation, mais nous avons aussi reçu beaucoup de préoccupations sur la longueur de l'enquête, surtout les programmes de cours avec un temps limite et même les programmes privés. Et donc, nous entendions toujours des préoccupations qu'il fallait raccourcir, mais il n'y avait pas de magie. Il n'y a pas 5 questions magiques qui vous permettra de comprendre la violence conjugale, mais nous avons essayé quand même de raccourcir le dépistage. Et cela a été fait pour un membre de mon équipe qui travaille avec nous en utilisant un programme statistique qui s'appelle la théorie de la réponse d'item, IRT. Et elle a pu identifier les questions VPI sur le MASIC qui nous aidait à cerner les parties avec la plus haute incidence de VPI. Elle a utilisé des données du MASIC et nous avons étudié cela aux États-Unis, à savoir ma clinique à ODC et 2 cliniques aussi en Australie. Nous avions 904 médiateurs qui ont participé, donc c'était très impressionnant. Et grâce à cela, nous avons pu travailler avec Fernanda. Nous avions utilisé les items les plus préoccupants dans le MASIC et nous avons créé le MASIC plus raccourci, le MASIC S. Il y a 2 versions. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le MASIC S ou le MASIC raccourci. Je vais vous parler dans un instant du MASIC S pour l'évaluation dangereuse. C'est administré en ligne, il y a un score automatique, il y a une logique intégrée et donc certaines questions sont posées d'une certaine manière, ce qui va vous diriger dans une autre section. Donc, le, le, le sondage est plutôt personnalisé. Nous avons fait la première version à Maryland et pour le MASIC pour l'évaluation dangereuse. C'est un outil excellent qui a été élaboré par Jackie Campbell et sa collègue à l'Université Hopkins. Et il pose des questions qui vont avoir une prévision empirique pour trouver les femmes qui sont dans une situation de violence conjugale. Mais tout cela doit être cohérent avec notre outil et tout cela est disponible globalement à nos médiateurs.
Donc, nous avons présenté la version courte du MASIC, le MASIC S, dans l'évaluation des cours familiales. Donc, nous avons pu présenter la version courte au même endroit où nous avions présenté le MASIC original. Et je tourne la parole à Anna Walsh pour discuter de, des démarches avec le MASIC S. C'était censé être plus facile à utiliser. Je pense que vous trouverez que ce sera plus facile. C'est gratuitement accessible à odr.com. Vous voyez l'adresse à l'écran et Anna va vous montrer l'outil dans un instant. Et je tiens aussi à souligner en bas de l'écran, cette diapo m'attriste énormément. Malgré tous nos progrès, il y a encore beaucoup à faire. Les chercheurs aux États-Unis ont effectué cette étude et ils ont découvert que seulement 11% des médiateurs avaient les renseignements sur le dépistage de la VPI, que seulement 11% des médiateurs ont accès à ces outils. Donc, c'est assez triste. Nous avons donc fait des progrès, mais ce n'est pas encore suffisant. Anna, à vous la parole. Dans le monde de Maryland, nous étions rassemblés il y a quelques années et nous nous penchions sur la façon si les cas de, de garde d'enfants qui étaient contestés avaient fait l'objet d'un dépistage du VPI. Et donc, apparemment, les lignes directrices étaient élaborées, mais n'étaient pas utilisées de façon cohérente aux États-Unis. Donc, ce que nous avons pu trouver, c'est un outil empirique qui serait facile à utiliser et que nous pourrions implémenter dans tous les États-Unis. Et c'est ça qui nous a menés aux, aux deux chercheuses et au MASIC S. Nous étions conscientes du MASIC original, mais c'était plutôt long et c'était très euh, lourd en temps et ressources. Donc, nous avions besoin d'un outil plus efficace. Et donc, voici le MASIC S. Nous avons donc piloté l'utilisation du MASIC S pour les cas de médiation familiale. Nous avions aussi un personnel de médiation. Donc, nous avons pu faire le dépistage dans un bureau. Et maintenant, j'aimerais faire la démonstration avec Amy Applegate. Je vais partager mon écran. Parfait. Bon, vous voyez? Bon, si vous allez au site web odr.com, /MASIC S, c'est ça que vous allez voir. C'est la version du MASIC S qui est disponible sur le site web. C'est la première page. Vous allez remarquer sur la première page que vous avez la possibilité d'accéder à un guide complet et je vous invite fortement à consulter ce guide avant d'essayer d'administrer ce test. Vous pouvez vous présenter aussi. Il y a aussi une présentation vidéo que vous allez pouvoir visionner. Il y a aussi des directives en matière de l'utilisation du MASIC, qu'est-ce que c'est et comment mener des entrevues. Pour les couples hommes-femmes, nous allons tout d'abord interviewer la femme. Amy, vous êtes prête? Un moment, s'il vous plaît. Je vais écrire un peu n'importe quoi dans les boîtes. Amy est la première partie que je vais interviewer. Voilà. Amy, merci d'être ici avec nous pour discuter avec nous. Je vais vous expliquer l'entrevue que nous allons faire à l'heure actuelle et qu'est-ce que la médiation. Donc, dans la médiation familiale, les parties travaillent ensemble afin de prendre des bonnes décisions pour eux-mêmes et les enfants à l'extérieur des cours. Les médiateurs ne vont pas
prendre parti et ne vont pas décider pour le parti comment régler leur cas. Les médiateurs vont aider les parties à résoudre les conflits dans un processus de règlement confidentiel. Avant le commencement d'un processus de médiation, nous leur demandons de fournir des renseignements sur la situation. Donc, je vais vous poser quelques questions aujourd'hui, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire de me dire dans vos propres mots ce qui vous amène à la médiation. Here because, Eh bien, je suis ici car la Cour m'a envoyé ici. Moi, je vais divorcer mon mari Gory. Nous avons un fils de 12 ans, Brian, et j'ai, j'en ai assez, j'ai le ras-le-bol et je veux terminer ce mariage, y mettre fin. D'accord, je vais vous poser une série de questions sur votre relation avec Gory. Nous posons ces questions aux parties qui sont les parents d'un enfant dans ce cas. Si vous êtes à l'heure actuelle un époux ou dans le passé des époux. Vos réponses à ces questions seront confidentielles. Nous n'allons pas les partager avec les cours et nous n'allons pas partager cela avec Gory ou votre enfant. Vos réponses seront seulement utilisées pour décider si oui ou non la médiation est un processus approprié pour vous et si oui, comment procéder avec la médiation. En répondant à ces questions, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que nous avons une raison de croire que l'enfant a fait l'objet d'abus et de négligence qui n'a pas été reporté aux autorités. Nous devons faire un rapport au service de protection de l'enfance. Est-ce que vous avez des questions sur cela? no. Non. Vous posez peut-être des questions sur les questions qui seront posées, mais il est utile d'y penser comme une visite au médecin. Là, souvent, on vous pose des questions qui semblent banales à vous, ou qui vous semblent ne pas s'appliquer à votre situation, mais qui sont quand même importantes au médecin. Les questions que je vais vous poser maintenant sont importantes pour décider le genre de médiation qui fonctionnera le mieux pour vous et Gory, ou si c'est mieux pour vous et Gory de ne pas de ne pas faire de médiation. Donc, répondez du mieux que vous pouvez. En répondant à ces questions, pensez au comportement de Gory pendant les conflits ou lorsqu'il est en colère ou s'il a eu des comportements qui vont, vous font peur. Avez-vous des questions? Non, je pense que j'ai bien compris. Merci. Et si vous avez besoin de prendre une pause ou que je répète quoi que ce soit, dites-le moi. Très bien. Amy, est-ce que Gory a déjà, que vous viviez ensemble ou non, vous a empêché de sortir sans vous, sans lui? Oui. Est-ce qu'il a déjà conduit de façon dangereuse pour vous faire peur ou lorsqu'il est en colère? Il conduit de façon très mauvaise, mais non, je ne pense pas. Est-ce que vous avez dit qu'il était en colère? Oui. Est-ce qu'il a déjà conduit de façon dangereuse pour vous faire peur? Non. Est-ce vous a déjà abusé physiquement ou proféré des menaces pour vous faire peur lorsqu'il était en colère? Non, nous n'avions pas d'animaux domestiques. Est-ce qu'il a déjà menacé de faire du mal à quelqu'un qui est important pour vous? Oui, ma meilleure amie. Pourriez-vous me dire un petit peu plus sur ça? Eh bien, nous avions des périodes de problèmes et parfois, j'allais voir ma meilleure amie. J'amenais parfois Brian avec moi pour rester chez elle et à un moment donné, Gory a commencé à la menacer. Est-ce que vous vous rappelez ce que Gory a dit ou a fait pour menacer? Vous voulez que je répète littéralement ce qu'elle dit? Si vous êtes à l'aise de partager, oui. Elle a dit, je vais la battre de façon féroce. Est-ce que Gory vous a déjà menacé? Vous, Amy. Ah oui, ça oui. Pourriez-vous m'en dire plus? Eh bien, il a fait avec des mots, avec des gestes qu'il n'aimait pas ce que je faisais. Il disait, vous savez ce qui va se passer quand tu me rends en colère? Désolé d'utiliser ces mots forts. Non, vous n'allez pas m'offusquer. Il n'y a aucun risque. C'est utile pour moi de comprendre ce qui se passe. Et parfois, il disait des choses semblables. Il me disait des choses semblables qu'il avait dit à ma meilleure amie, Mana. D'accord. Et quand est-ce que ça s'est produit la dernière fois?
Eh bien, moi, je suis sortie de la maison il y a 6 semaines, donc je dirais au cours des derniers mois. Est-ce que Gordy a déjà menacé de vous tuer? Oui. Est-ce que vous voulez m'en parler? Do I have to? Est-ce que je dois le faire? Non, vous Well, n'avez pas I'll besoin just de le say faire. that Non, he je dirais threatened it. qu'il m'a menacé. He threatened it a number of Il m'a times menacé à plusieurs using reprises en really vulgar utilisant language, un langage and très vulgaire I et was pretty scared when he did it. j'étais effrayée lorsqu'il l'a fait. Quand est-ce qu'il vous a menacé la That's been dernière about fois? Je crois que ça I don't fait, know, I think 6 je months. dirais 6 mois. D'accord. Rappelez-vous un rappel que ces questions concernent des comportements de Gordy, que vous viviez ou non ensemble au moment du conflit ou du désaccord. Donc, ce n'est pas une blague. Est-ce que Gordy vous a déjà It tenu did en that place sometimes, yes. et empêché de bouger? Oui. Est-ce qu'il vous a déjà égratigné ou mordu ou No, tiré vos cheveux? Non. Est-ce qu'il vous a déjà no, frappé au visage? Non. he Est-ce qu'il vous a punched me. déjà He punched me. donné un coup de poing sur le visage? Oui. Est-ce qu'il vous a déjà euh, donné un coup de pied? Yeah. Oui. Est-ce qu'il a déjà essayé de Yeah, vous he empêcher de put his hand respirer around my neck and pushed me up against the wall and ou held it pretty tight. vous étouffer? Oui, des fois, il va me pousser contre le mur. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que ça s'est produit? Non. Est-ce que vous a déjà brûlé avec quoi que ce soit? No, Non, he didn't. non. Hmm. Excuse me. Amy, did Gordy ever use Amy, a est-ce que Gordy a déjà utilisé une arme contre vous ou vous a menacé avec une arme? Yeah. Oui. Est-ce que vous pourriez décrire la situation? Quel genre d'objet a-t-il Well, he utilisé? has a gun Eh and bien, it's il a close un by, fusil et il garde son he fusil likes to proche de say that he lui. has it, so Il I did sait que feel je threatened by that. vois And when he's that mad, he l'arme, picks donc up je me sens knives. He's not menacée. Et actually lorsqu'il est en colère, dangerous, but il we're a gonna déjà use them ramassé un against couteau. Il n'a jamais utilisé le he's couteau contre moi, held them mais when he's il en a déjà brandi un. towards me, and Et il a I brandi felt contre moi. threatened. Et je me sentais très menacée. Quand est-ce que c'était la dernière fois que ça s'est produit? Um, I think the last time he picked up La his dernière gun, fois I qu'il a decided I couldn't take it ramassé anymore. son fusil, c'est là que je ne pouvais plus le supporter. Et vous dites que vous êtes séparés il y a 6 semaines. C'était il y a environ 6 semaines? I moved out. Ouais, c'était juste avant mon déménagement. D'accord. Est-ce qu'il vous a déjà demandé ou insisté que vous faites un acte sexuel contre votre gré? Est-ce déjà insisté d'avoir des relations I sexuelles didn't contre say votre his gré? demand Je ne insisted. disais pas qu'il a insisté ou demandé. A-t-il déjà vous a physiquement forcé dans des relations He did sexuelles do that contre votre sometimes gré? when I was Oui, asleep il a or fait avant. when drunk. Parfois, He j'étais did that. endormie, il était sous et il me forçait à avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'il vous a déjà suivi, traqué ou essayé de vous contacter contre votre gré ou communiqué d'une façon qui vous a fait ressentir de la peur ou du harcèlement? Par exemple, des appels non désirés, vous laissez des notes ou des textos ou mettre des messages menaçants sur les réseaux sociaux? No, he doesn't do that. Non, He il ne doesn't fait do pas that. cela. Non. Est-ce qu'il s'est déjà tenu à l'extérieur de votre maison, de votre lieu de travail, et vous vous êtes Yes, senti effrayé ou in all menacé? places where I Oui, am, il so I semble think être partout où je suis. coincidental. Donc, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Donc, lorsque vous réfléchissez aux questions que vous venez de répondre, par conséquent des comportements de Gordy, est-ce que vous êtes déjà senti effrayé ou effrayé de tort, préjudice physique envers vous-même? Oui. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Well, I'm pretty nervous about this
Je suis nerveuse par rapport à ce processus. Donc, oui, et je pense que la violence est dirigée contre moi. Il déteste ma meilleure amie, mais je ne pense pas qu'il ferait quoi que ce soit à Brian. Il aime Brian, il est fier de lui. Je ne pense pas qu'il lui causerait du tort. Et donc, par conséquent de ces comportements de Gordy, est-ce que vous vous sentez effrayé à l'heure actuelle? Oui, j'ai peur tout le temps. Par conséquent des comportements de Gordy, avez-vous déjà reçu des ouais, avez-vous déjà reçu des blessures physiques, que ce soit une égratignure ou quelque chose de plus grave? Euh, Généralement, il ne laissait pas de marque lorsqu'il faisait des choses, mais une fois, il m'a propulsé contre le mur tellement fort que j'ai eu des côtes brisées et je saignais. Et c'était une blessure assez grave. Quand est-ce que cela s'est produit? Ça fait longtemps. D'accord. Plus d'un an ou au cours de l'année précédente? Je ne sais pas. Okay. Do you need to take a break, Amy? No. Est-ce que vous avez besoin de prendre une pause? You Non. have to go to the hospital or see a doctor. Est-ce que vous aviez eu à aller à l'hôpital pour voir un médecin lorsque cela s'est produit? Oui. Et je leur ai dit que j'ai tombé. Je suis tombée. Did you receive a severe injury? So Avez-vous a déjà um, fait l'objet de blessures graves, donc have you des passed out côtes when that brisées? happened? Did you Étiez-vous lose a- consciousness? évanoui? Est-ce que vous avez perdu le Est-ce que vous êtes évanoui? Je ne suis pas sûre. So I know we've talked about some of these things Donc, in nous avons in the past parlé year. des événements au cours de l'année Would you say dernière. that his physical Diriez-vous violence has que sa increased violence in physique a severity or augmenté frequency in the past year? en fréquence au cours de la dernière année? C'était assez constant. Since I've been out, yeah, I haven't had any, but it hasn't. Depuis que je suis sortie de la maison, bien sûr, rien ne s'est produit, mais c'était assez constant. Did Gordy ever act Est-ce que extremely Gordy a jealous déjà or agi de frequently façon check très on where jaloux you've been or who ou you've been fréquemment with? vérifier où vous êtes et avec qui? Oui. Was Gordy ever, I'm Est-ce sorry, que Gordy, did you say something? vous avez dit quoi que ce soit? Non. Was Gordy ever Est-ce que successful in Gordy a déjà controlling your réussi activities à or your contrôler work, vos your activités ou contact with votre family and travail, friends, votre or your contact avec les access to amis money or ou financial les, information? la famille ou accès aux finances? Parfois. And are you afraid that Gordy would Est-ce que vous harm avez you peur que during or Gordy after vous the ferait du mediation for tort reasons that you said pendant you ou après la wouldn't be médiation able en to raison say? de ce que vous diriez pendant la médiation? Bon, j'ai peur de lui, je ne sais pas ce qu'il ferait. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il ferait. Okay, Amy, the next set of questions Amy, we la have is prochaine if you have any question, of these c'est following concerns est-ce que about vous avez les him. So his préoccupations history suivantes of concernant Gordy? overacting Avez-vous des or using préoccupations concernant alcohol or son prescription utilisation medication? de médicaments, d'ordonnance ou d'alcool? Oui, il boit beaucoup. Illegal drug use, Utilisation de drogue illicite? Non. mental health problems, Problème de santé mentale? Je ne sais pas. Il what do you me mean? semble pas bien. Tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, mais je ne sais pas s'il a reçu le diagnostic. Any child abuse or neglect concerns? Préoccupation concernant l'abus des enfants ou de négligence? Non, il est bien envers Brian. Does Gordy have any criminal history? Est-ce que Gordy a un historique criminel? Euh, je pense qu'il a il a déjà Anything else conduit trop specific that you're rapidement, aware of? trop vite. Non, Okay. rien d'autre? Non. Okay, so Amy, just to wrap Donc, up, do you Amy, think pour that there's terminer, any est-ce que reason vous why you pensez qu'il y a une shouldn't raison pour laquelle vous ne participate devriez in pas mediation? participer dans cette médiation?
Moi, je veux faire la médiation, mais je ne veux pas le voir en cours. Any current D'accord? past protective orders or restraining Avez-vous, orders against Gordy? est-ce que vous avez déjà émis des ordres de That's an important restriction contre question, so Gordy? keep Non. asking. Do you have any Et concerns that you'd avez-vous like to des share about préoccupations que meeting vous with aimeriez Gordy partager mediation process? concernant le processus de Just wanna médiation? make sure you're not Je gonna veux tell him m'assurer que vous n'allez pas lui specifically. dire Amy, this is rien que je ne completely dise. confidential. Like I Non, said, I'm looking through your responses. rien ne sera I won't partagé mention avec lui. Je ne Gordy vais pas in any partager way, avec and I'm not Gordy going ni to avec les mention anything tribunaux. with him or her either. Je ne vais Okay. rien partager avec I lui. really do wanna D'accord. mediate in a Moi, way je that veux doesn't vraiment faire la médiation d'une scare façon qui I ne hope fasse it pas doesn't. peur. I mean, What Donc, would j'espère qu'on pourra what le what faire. would help you to feel safer? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir plus en sécurité pendant la médiation? I don't think I wanna talk to him directly. Je ne veux pas lui parler directement. Um, yeah, I think I'd rather not have to see him. Is that possible? Je préfère ne Sure. pas le So voir. Est-ce que if c'est the two of possible? you were in Oui. separate rooms Donc, and si the vous étiez dans des mediator went back salles and forth différentes et que between you, would you le be okay? médiateur ferait des va-et-vient entre vous Anything about et Gordy, ça vous irait? Oui, If the ça program serait decides confortable. that your case Et si le needs programme déciderait mediation que and the votre cas mediator doit has faire actually talked to objet de Gordy, médiation, getting a le heads up médiateur va about vous what parler the mediation avant would le look cas like, pour vous décrire le processus de that would be médiation et wonderful. quel soutien vous aurez besoin pour que vous vous sentiez à l'aise. D'accord. Amy, give me just a moment here. Donnez-moi un instant, Amy. And as an aside, breaking out of character. in Soit this disant passant, program, dans ce programme, vous allez appuyer sur vous allez cocher la certification qui reconnaît que vous comprenez que OGN.com vous donnera un lien ou une version PDF de toute l'entrevue. Là, je ne fais plus de jeu de rôle. Je vous parle de ce site web. Et donc, au début, j'ai fait une erreur. J'ai mis Gordy et Brian. Vous ne devriez pas mettre d'identificateur parce que cette entrevue sera dans le logiciel OGN.com, donc vous voulez maintenir la confidentialité. Et donc, j'ai commis une erreur. Vous ne devez pas utiliser de nom ou d'identificateur. Et c'est votre seule occasion d'obtenir ce PDF. Donc, je vous encourage fortement à cocher CCAS. Vous appuyez ensuite sur Soumettre et le programme va vous donner votre résultat. Amy, vous avez des commentaires? Oui, la façon dont ODR.com a créé ce programme, c'est que Colin Rule, j'ai travaillé avec lui, c'est le PDG de Mediate.com, qui est une entité liée à ODN. Il était préoccupé par cela. Et je veux vous dire aussi que lorsque vous faites cela, vous n'allez pas partager votre écran. Anna l'a fait pour que vous pouviez le visionner, mais généralement, vous ne partageriez pas votre écran. Donc, j'ai eu 17 sur 24 points. Ça, c'est très élevé, très élevé. Et donc, vous êtes aussi censé consulter la présence de peur et s'il y a eu rapport de blessures permanentes graves. Ça, c'est vraiment les cas les plus pires. Donc, est-ce que vous pouvez montrer comment télécharger cela? Télécharger les réponses. Oui. Et vous allez vérifier les réponses. Vous pouvez défiler vers le bas pour regarder les questions, pour vérifier les réponses au cas où vous n'en souvenez plus. Présence de blessures permanentes ou présence de crainte. Donc, ça, c'est un résultat très élevé. Nous allons appuyer si vous avez plus haut que 10 et une peur actuelle ou une blessure permanente. Vous allez appuyer cela. Et voilà, vous avez un formulaire de classement qui vous donne des directives sur la manière de gérer ce cas, gérer la personne que vous avez interviewée. Dans ce cas, vous les référez Amy à un militant de la violence conjugale et il y a aussi un script ici
Vous devez bien entendu avoir les coordonnées d'un militant de l'AVC. Moi, je ne vais pas. Il y a un lien, bien sûr, pour télécharger l'entrevue. Je vous encourage à le télécharger aussitôt que vous avez terminé. Mettez votre numéro de cas confidentiel et c'est l'évaluation basique parent 1, parent 2 et sauvegardez-le dans votre ordinateur. Comme ça, et Anna va vous parler rapidement de ces formulaires parce que nous n'avons pas le temps de survoler chacun des formulaires, mais il y en a des différents selon le résultat que vous obtenez. Cela va vous donner un peu une entrevue, un aperçu de ce que vous allez recevoir. Selon cette entrevue d'une seule partie, vous allez décider si la médiation est appropriée. Après les 2 entrevues, vous allez prendre une décision finale sur le processus de médiation. Je reviens à odr.com. Vous voyez un bouton bleu où vous pouvez télécharger vos résultats et cela va vous donner un PDF de toute l'entrevue. D'accord, je vais arrêter de partager mon écran et je reviens au PowerPoint. And just a quick reminder, if there's a problem and you end up in the Un wrong rappel, language, s'il y a un petit problème avec la langue d'affichage et que vous voyez une autre langue que votre préférence, allez à Options d'affichage au haut de l'écran et choisissez l'écran qui vous convient. Et pour l'interprétation, orale, si vous voulez bien choisir la langue qui vous convient avec le globe terrestre au bas de l'écran et sur un cellulaire plus. Alors, je suis consciente du temps qui file. Les prochaines diapos, et vous pourrez les obtenir, parlent de l'entrevue, discutent l'entrevue que l'on vient de tenir et les diverses sections, à savoir est-ce que c'est obligatoire ou non. Et vous pouvez aussi donc revoir ça dans le guide de conférence, le guide qui est disponible sur le site ODR. Amy, y a-t-il autre chose qu'on voulait souligner? Donc, ne faites pas de promesses aux personnes avec lesquelles vous faites une entrevue. Donc, chaque personne a quelque chose à vous dire. Parfois, vous pensez que vous ne devriez pas demander tout l'ensemble des questions selon ce que la première a dit, mais je suis vraiment très déterminée à vous demander de surveiller cela dans odr.com. Si donc la première question, la première personne à qui vous parlez vous fait donc hésiter à poser des questions à l'autre partie. Bon, vous pouvez passer à des questions générales. Est-ce que vous avez fait de la médiation auparavant? Est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir? Vous n'avez pas entré dans ces détails-là si vous êtes mal à l'aise avec les réponses de la première personne par rapport à l'autre. Alors, ça a été vraiment une démonstration formidable et vraiment, vous nous avez bien expliqué donc ce que l'on fait en tant que médiatrice ou spécialiste dans le système judiciaire et donc au tribunal de la famille. Merci. Maintenant, je serais heureuse de prendre cette information et de vous donner des exemples que je peux vous transmettre quant à la façon dont on fait les choses dans le service de médiation à Toronto. Et je sais que plusieurs spécialistes en la matière à Toronto font de même et partout au pays aussi. Et bien que je parle de pratique en Ontario, il y a tant de cela qui se passe partout au pays et dans d'autres administrations parce que tant de ceci est applicable et parce que les éléments se reviennent et sont les mêmes. Alors, j'aimerais vous offrir d'abord la définition de la violence familiale telle qu'elle existe en ce moment de droit canadien. C'est important de commencer par là parce que ça nous indique ce qu'on recherche, ce qu'on dépiste et ça nous rappelle lorsque l'on fait un repérage de violence familiale,
cela, c'est un outil, ce que vous voyez à l'écran, c'est un très bon outil pour garder cela à l'esprit. Par ailleurs, la loi sur le divorce et les lois connexes provinciales exigent que ces aspects de la violence familiale donc doivent être des éléments qui doivent être tenus en compte par tous les professionnels, les intervenants, les spécialistes en droit. Donc, lorsqu'on parle de la sécurité de l'enfant. Donc, en Ontario, on est très bien positionné pour prendre donc ce que Amy et Anna-Maria nous ont présenté et mettre cela en pratique. En Ontario, par exemple, nous avons tous les tribunaux qui proposent une médiation familiale gratuite sur place au moyen des services de médiation familiale et des centres d'information sur le droit de la famille. Les médiateurs, médiatrices qui offrent ce service partout dans la province, vous pouvez voir à l'écran le lien. Et ces personnes donc, sont formées dans tous les aspects sur la médiation, mais ils ont fait au moins 21 heures de formation de plus sur le dépistage de la violence familiale et des équilibres de pouvoir et aussi sur des outils comme le MESEC et d'autres outils dans le passé et doivent être agréés par l'Association ontarienne de médiation familiale ou l'Association canadienne des médiateurs et médiatrices et doivent garder donc leurs connaissances à jour en suivant des formations. Et en Ontario, il faut respecter donc la politique de dépistage du ministère du procureur général et utiliser des protocoles et des outils d'évaluation normalisés, appropriés. Nous avons donc déjà un groupe de médiateurs qualifiés, compétents la statistique de 11% dont Amy a parlé est plus élevée ici en Ontario, étant donné les normes de dépistage et de formation que l'on suit. Et un haut pourcentage de médiateurs familiaux, médiatrices familiaux sont agréés. Et si vous êtes agréé par l'AOMF en Ontario, vous devez suivre les politiques de cette organisation sur les questions de déséquilibre de pouvoir et de violence familiale qui vous exige, avant d'entamer une médiation, d'évaluer individuellement toutes les personnes participant afin de détecter la présence ou le risque de violence familiale, la maltraitance ou le déséquilibre du pouvoir. Et ça doit être fait face à face lors d'un entretien privé confidentiel. Personne n'a le droit de le faire pour la médiatrice ou le médiateur. Ça doit être fait individuellement en face à face, soit en face à face, soit par Zoom, et pour déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir une démarche sûre et efficace afin de déterminer si le cas est approprié ou non pour une médiation. Et ça, on en a parlé plus tôt dans le chat, comment on traite ces situations où une personne manipule l'autre, offre des réponses donc qui pour gagner donc de l'avantage en médiation par rapport à la garde, par exemple. Ici, donc, nous dépistons pour savoir si le cas est approprié du tout dès le départ pour la médiation et si c'est le cas, on met en branle un protocole de sécurité. Alors, il faut simplement garder ça à l'esprit. Il s'agit de conception de la démarche et de choix sécuritaire. Et dans l'entrevue entre Anna-Maria et Amy, c'était une démonstration tellement formidable et c'est très fréquent où il y a des cas à risque élevé et la femme veut vraiment pas entrer en médiation. Et c'est un processus d'autodétermination, mais ça doit être sécuritaire également. C'est pour ça qu'on fait ce dépistage premier. En Ontario, on a vraiment beaucoup de chance. On a des agents de soutien dans le contexte de la Cour de la famille, donc qui appuient l'ensemble de la démarche. Alors, les médiateurs, médiatrices sont formés, mais ils ont aussi accès à des ressources quant à l'intervention en matière de violence familiale. Il y a des intervenants, des travailleurs sociaux, des agents qui permettent d'aider à donc planifier la sécurité et prendre les prochaines mesures. Et aussi en Ontario, nous avons
des coordonnateurs d'information et d'orientation. Presque dans tous les tribunaux, c'est un cadre ici, c'est un niveau de soutien disponible à celles qui vivent la violence familiale et qui voudraient faire de la médiation. Nous sommes donc bien équipés pour utiliser le MASIC-S et l'utiliser bien en Ontario. Et en Ontario, il y a aussi des recours formidables qui peuvent être utilisés pour faire une prise en charge de dépistage MASIC. Et nous utilisons le MASIC-S à Toronto très beaucoup. En vertu des règles du droit de la famille, donc un juge peut ordonner aux parties de participer à une rencontre avec un service de médiation affilié au tribunal, qu'ils le suivent la médiation après ou non. Au moins, ils sont entrés dans le système, donc ils ont fait une évaluation. Par la suite, la médiation est volontaire. Donc, et voici les services de Toronto. Mais ces services, je le souligne, c'est donc dans l'ensemble, les services de médiation sont sans frais et les médiateurs, médiatrices parlent plusieurs langues, parlent les langues des personnes et on en trouve pour ceux qui ne parlent pas bien l'anglais. Il y a donc une très bonne connexion grâce à des bons contacts avec les agents de soutien de la Cour du tribunal de la famille, des refuges et des responsables et d'autres soutiens donc pour la famille. Et la planification de sécurité est également un point de mire du travail que l'on fait au niveau de la prise en charge. Alors, on n'a pas eu le temps vraiment de parler de tout cela après la démonstration, mais c'est au centre même du travail que l'on mène en Ontario. On fait un dépistage pour évaluer s'il faut un plan de sécurité ou non d'emblée et si les parties donc, peuvent profiter de la médiation pour mettre en place ce plan de sécurité. Il y a aussi un outil formidable qui s'appelle iDetermine, qui a été élaboré par un centre de Toronto. C'est un questionnaire qu'on peut faire compléter soi-même, qui permet aussi de faire une certaine évaluation. Alors, et voici l'adresse en ligne. Et donc, vous pouvez visiter le site de Family Mediation Services à Toronto à cette adresse-là pour en savoir davantage. Et là, je vais faire une pause et je vais me tourner vers vos questions. Merci beaucoup, Hilary. Amy, Anna, il y a des questions formidables qui ont été posées. Laissez-moi commencer par la première. Vous avez parlé de l'information que vous recueillez qui est confidentielle. Est-ce que si la médiation est ouverte ou fermée, donc est-ce que ça joue un rôle? Si les tribunaux vous demandent l'information dépistée, est-ce que les tribunaux ont le droit d'y avoir accès? Nous n'avons pas de médiation ouverte. Donc, c'est toujours une médiation fermée. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire de la médiation ouverte, parce que la médiation, par définition, pour nous aux États-Unis, c'est fermé, confidentiel. Et pratiquement, en fait, dans tous les États, peut-être il y a une exception, mais dans tous les États, donc la facilitation peut être un processus ouvert ou quelque chose de différent, mais ce serait vraiment troublant. Si c'est le cas, il faut être très, très attentif au dépistage à ce moment-là et des recommandations. Et lorsque vous examinez ce dépistage dans le cadre de la médiation que l'on mène, nous avons une entente de participation qui spécifie que les parties ne pourront pas exiger donc par subpoena de l'information de l'autre partie. Alors, en Ontario, c'est une très bonne question pour nous. Et la réponse, c'est que la médiation soit ouverte ou fermée, la médiation doit toujours être confidentielle et il faut rendre ça très clair. Et cela dit, un tribunal peut donc aller à l'encontre d'une telle décision de confidentialité. Donc là, l'introduction au MASIC doit être modifiée pour chaque administration. Il faut le dire.
En Ontario, on expliquerait que non seulement est-ce que je dois dois violer la confidentialité si un enfant se trouve en danger. Par exemple, je dois faire un rapport à l'aide à l'enfant, mais il y a des cas dans notre administration où le tribunal ordonne, par exemple, dans des médiations de garde d'enfants ou du pénal. Et dans ce cas-là, je dois donc envoyer donc l'information. Et peu importe si la médiation est ouverte ou fermée, c'est la même chose. Un des principes importants dont vous avez parlé, c'est l'importance de ne pas prendre parti lors d'une médiation. Alors, y a-t-il des moments où vous ne prenez pas parti, mais vous avez de l'information où les femmes sont à risque de blessures et, et que vous devez agir ou que vous voyez dans les questionnaires qu'un partenaire donc rehausse sa violence et que les choses sont dangereuses pour la victime. Mon MASIC à moi, dans mon administration en Indiana, nous divulguons que nous devons faire rapport de signaler donc de la maltraitance à l'enfant, donc ou de la maltraitance ou de l'exploitation des aînés également ou des gens invalides. Donc, nous avons aussi le devoir d'avertir, mais ce devoir, c'est pas je suis tellement fâché, je pourrais le tuer. C'est juste dire, donc, c'est plus que simplement quelqu'un qui s'est acheté une arme, parce que comme vous le savez, au pays, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires d'armes, mais si on pense qu'une blessure aura lieu de manière imminente, oui, la menace imminente, oui. Standard language again in all of our agreements to mediate. Dans tous nos ententes de médiation, c'est un langage standard. Lorsque nous faisons cette entrevue et pour votre gouverne, dans nos programmes liés au cours, moi, j'ai adapté la présentation au MASIC et c'est très clair qu'il y a des exceptions à la confidentialité. Par exemple, lorsqu'il y a un risque de blessure imminente ou blessure à l'enfant, quelqu'un l'a mentionné dans les questions, nous avons aussi le devoir d'avertir en Ontario. Peter, je rajoute que la raison pour laquelle nous ne prenons pas la perpétuation, c'est que nous pouvons, j'ai l'autorité dans mon instance et sans doute dans la plupart des instances, qu'un médiateur peut être amené à testifier dans une autre poursuite légale. Ça peut être criminelle ou autre. L'un des participants a posé une question avec le cas. Il y a les facteurs de risque, par exemple, un étranglement. À la fin de votre entrevue, est-ce que si vous êtes préoccupé que quelqu'un puisse être à risque de violence, même s'il n'y a pas de menace imminente, est-ce que vous devez agir? Est-ce que vous agissez? Parfois, je suis préoccupée. Je suis préoccupée par rapport à ce qu'ils ont dit, mais je dois accepter aussi leurs propos. Et c'est pour ça qu'il y a un processus d'aiguillage obligatoire à ce qu'on appelle les militants de la VC, de la violence conjugale. Nous ne pouvons pas forcer les personnes d'intervenir, de chercher de l'aide, mais parfois ils sont déjà là. Mais c'est une préoccupation, en effet. Moi, j'essaie de les persuader d'utiliser un militant, mais c'est une médiation. Je ne peux pas faire qui que ce soit, faire quoi que ce soit. Si vous travaillez pour un programme de tribunaux, vous devez aussi être conscient que vous ne pouvez pas faire de militantisme. Vous administrez ce dépistage pour déterminer si la médiation est appropriée ou pas. Vous n'êtes pas un travailleur social ou un vous ne faites pas de plaidoirie. Si vous terminez une entrevue, vous avez vu les deux parties et que vous êtes très préoccupé, Amy, je sais que vous avez dit qu'il n'y a pas qu'il y a un aiguillage obligatoire, mais est-ce que vous allez faire un suivi vous-même une semaine plus tard? Oui, c'est une question juste. Moi, je le fais
dans un contexte plus privé, mais oui, moi, je fais des suivis. Et je dis, je vous ai aiguillé et j'appelle pour voir comment ça s'est passé. Et parfois, lorsque je fais l'aiguillage, j'essaie de faciliter celui-ci. Je fais peut-être plus que les autres, mais d'autres vont envoyer un courriel au militant ou à la militante. Et si c'est sécuritaire d'inclure la personne interviewée, je peux l'inclure aussi dans le courriel. Et je vais aider du mieux de mon possible parce que c'est une planification de sécurité que je ne peux pas faire avec eux, mais qu'ils devraient faire avec un militant et aussi décider si la médiation est la bonne approche étant donné les circonstances. Est-ce que vous allez faire rapport d'enfants qui sont exposés à la violence conjugale? Vous allez en faire rapport à des autorités de protection de l'enfance? Il y a eu des incidents qui se sont passés où il n'y a pas eu de rapport, ou les cas où les enfants seraient présents euh, lorsqu'il y a étranglement. Est-ce que ces enfants seraient soumis au stress? Est-ce que vous faites rapport de cela? Que ce soit que l'exposition à la VPI puisse être une forme de traumatisme? Bon, il y a deux parties à cette réponse. Tout d'abord, il faut être très bien comprendre les définitions selon la loi, la définition de la blessure d'un enfant. L'autre partie de la médaille, c'est que est-ce qu'il y a eu rapport avant? Que ce soit rapporté avant ou pas n'a pas d'importance. En Ontario, et je pense que c'est le cas dans tout le pays, vous avez le devoir d'alerter toute divulgation, qu'il y ait eu rapport précédemment ou pas. Nous avons des protocoles. Bien sûr, je pense que tous les médiateurs en ont. Nous avons des protocoles pour nous donner des directives comment naviguer la situation. Beaucoup plus sophistiqués que nous. Ma réponse est, je n'ai pas de réponse à cette question. Donc, moi, je poserais la question à un travailleur social sans briser la confidentialité. Donc, je dis, est-ce que je devrais alerter la... Certains sont très enthousiasmés par votre outil et voudraient avoir un contact. C'est un outil pour décrire pour prescrire la médiation ou non. Et s'il y a un militant, est-ce que cette personne devrait adopter cet outil? C'est formidable. Moi, ce semestre, j'ai euh, j'enseignais le trimestre précédent à une clinique de protection civile et j'ai adopté le MASIC. Et donc, c'est un projet pilote. Ça pourrait être la même chose pour les militants. Parce que si vous êtes un juriste, vous pouvez poser ces questions concernant l'agression potentielle. Donc, est-ce que la personne est un militant ou un juriste? Est-ce que vous pourriez clarifier? Ils sont militants. Un militant pour la violence conjugale? D'accord. Vous pouvez l'adapter très facilement. Vous pouvez l'utiliser. Et nous demandons que si vous adaptiez le MASIC, que vous vérifiez auprès de nous pour que les questions ne soient pas modifiées d'une façon à les rendre invalides. Donc, ces questions ont été validées de manière empirique. Donc, nous sommes curieux de voir ce que vous proposez. Il est déplorable que les juristes ne posent pas ces questions. Désolée si je blesse qui que ce soit, mais je suis aussi surprise que les militants ne l'utilisent pas. Et je suis surprise de dire que là, vous avez un outil comme l'évaluation dangereuse. Pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas cet outil? C'est un outil excellent pour un militant pour essayer de déterminer si cette personne est à risque, mais c'est seulement pour les femmes. C'est là que nous avons dirigé nos recherches. Je renchéris dans tout le pays pour ceux qui sont intéressés. Justice Canada a élaboré un trousse à outils d'aide
qui a été mentionné dans ma présentation. Et donc, moi, je recommande à qui que ce soit qui agit comme conseiller à des parties, de se pencher sur cette trousse à outils. C'est une excellente ressource. Beaucoup de juristes au Canada sont familiers et l'utilisent. Cela a pour but de poser les bonnes questions. Il y a eu d'autres questions. Il nous reste seulement quelques minutes. Il y a une question, c'est que est-ce que parfois vous interviewez des enfants dans le processus de médiation? Moi, je peux répondre, dit Amy. Moi, j'ai déjà interviewé des enfants dans mon instance. Les tribunaux peuvent le demander ou les parents peuvent en être d'accord. Je l'ai fait parce que je suis formée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'interviewer les enfants si vous n'avez pas de formation. Nous avons mis en œuvre dans l'Indiana une médiation tenant compte des enfants. Et donc, c'était de l'Australie de Jen McIntosh. Moi, je crois que la personne qui devrait interviewer les enfants devrait être un spécialiste de la santé mentale et non pas les juristes. Je pense aussi que cela peut être utilisé non seulement lorsque les enfants sont à risque, mais aussi comprendre le conflit, comprendre la manière dont ce conflit va avoir un impact sur l'enfant. C'est un excellent processus lorsqu'on inclut l'enfant. Il y a deux versions, ceux qui incluent les enfants et ceux qui sont concentrés sur les enfants. Et c'est sûrement les travaux les plus palpitants que j'ai jamais effectués. Vous ne m'avez pas demandé de parler de cela aujourd'hui, donc je m'arrête là. Il y a aussi un processus de collaboration. Vous pouvez travailler avec un spécialiste de la santé mentale des enfants pour comprendre l'impact sur l'enfant. Moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de ressources dans tout le pays, dans différentes provinces, qui va toucher cette question. En Colombie-Britannique, ils ont d'excellentes ressources, des agences. Et c'est un sujet d'actualité dans toutes les instances ici au Canada. Beaucoup de personnes sont formées à interviewer les enfants de plusieurs manières. Donc, c'est un sujet, une question très importante. On n'a pas de réponse courte, mais mais je résumerai en disant que oui, nous incluons les enfants, peut-être pas liés directement à la violence familiale, entre guillemets, mais plus globalement, beaucoup d'interviews des enfants sont effectués et bien faits dans tout le pays. Dernière question, est-ce que le MASIC est approprié pour les relations de même sexe? Nous utilisons beaucoup d'exemples concernant les femmes. Peut-être que c'est un peu plus commun, mais il y a aussi des hommes qui sont assujettis à la violence. Oui, j'aurais espéré, eh bien, nous n'avons pas pu effectuer l'étude. Bon, la médiation, l'étude sur la médiation était faite en DC, à Washington, DC, mais il n'y avait pas assez de couples de même sexe pour être inclus dans la recherche, donc les pourcentages étaient trop bas pour les utiliser, mais nous avons établi le MASIC de façon à ce que ça peut être inclure les couples de même sexe. Ça peut être non-binaire, il, elle, lui, elle. Donc, nous avons essayé de faire cela. Malheureusement, je n'ai pas de statistiques ou de recherche, mais j'ai déjà administré ce test avec des couples de même sexe. Je pense que chaque médiateur et chaque centre de droit familial devrait être sensible aux couples non hétérosexuels ou le couple traditionnel, je dirais. Les tribunaux devraient aussi être sensibles à cela. Le MASIC est conçu pour inclure les couples de même sexe, mais bien sûr, je n'ai pas de statistiques. Nous ne sommes pas penchés sur la question.
Thank you very much for dealing with some very difficult questions. C'est tout. Merci d'avoir répondu à ces questions très difficiles. J'ai vraiment bien profité de votre présentation. Je passe la parole à Lisa pour les commentaires de la fin. Merci. Et je suis d'accord avec Peter. C'était très intéressant. Merci d'avoir pris le temps de vos pratiques. Amy, Hillary, Anna-Maria, nous avons beaucoup appris. Merci aussi d'avoir généreusement partagé les ressources pour qu'on puisse les partager aux participants. Je pense que ça va être très intéressant pour tous de les consulter. Et bien sûr, merci à nos interprètes, Caroline et Sienne, et les interprètes vous remercient aussi. Merci de faire un bon travail. Et finalement, j'espère que vous pouvez prendre un moment pour répondre au formulaire d'évaluation. Vous allez recevoir un certificat de participation. Un lien apparaîtra automatiquement dans vos furteurs dès que la réunion se terminera. Nous avons besoin de vos commentaires. Cela nous aide à faire mieux à l'avenir. Nous avons hâte de vous voir à notre prochain événement. Bonne journée. Merci. Thank you.